Bonjour à tous, dernier problème dans la lecture de ce devoir numéro 5. Donc le problème euh, plus algébrique, donc vraiment de méthode, de logique et de méthode de démonstration. Donc ce problème, on vous donne une nouvelle définition que vous ne connaissez pas encore. C'est une fonction qui a été appelée ici avec un I majuscule gras, indice A, la fonction indicatrice. Alors évidemment, pour vous en sortir dans ce genre de problème, tout le secret, c'est de bien comprendre et de bien maîtriser la définition qui vous est donnée. Et ensuite, vraiment d'appliquer ces définitions-là et d'appliquer des méthodes de démonstration les plus rigoureuses possibles pour les questions suivantes. C'est une nouvelle notion, et donc ce qu'on va vous en demander, ça ne peut pas être des trucs totalement fous. Ça va être d'abord les propriétés qui concernent cette nouvelle notion. Et voilà, donc là, il faut vraiment vous imaginer que vous êtes en train de créer les 2-3 premières pages ou les 2-3 premiers paragraphes d'un cours qui porterait sur les fonctions indicatrices. On va vous demander donc de vérifier toutes les petites propriétés. D'ailleurs, c'est que montrer que, et c'est que des petites formules. Vous voyez que donc ça, c'est vraiment le type de propriété qu'on pourrait imaginer avoir dans les premières pages d'un livre qui aurait un chapitre sur les fonctions indicatrices. Alors en général, les questions sont données de manière suffisamment progressive pour qu'elles vous permettent d'appréhender petit à petit la notion. On vous demande d'abord d'expliciter deux exemples de fonctions. Là, A, c'est une partie quelconque de E, et là on vous demande de le faire avec deux parties particulières, le E ou le vide. Donc là, il y a juste à appliquer la définition. Qu'est-ce qui se passe quand je mets ici un E ? Il se passe que X, il est tout le temps dedans, vu que X, il est dans E. Et donc, en fait, ça fait tout le temps 1. Qu'est-ce qui se passe si je mets vide ? X, il n'est jamais dans vide. Donc, ça veut dire que la fonction, elle fait tout le temps 0. Donc là, les fonctions 1E et 1 vide, ou IE et I vide plutôt, la première, c'est la fonction constante égale à 1. La deuxième, c'est la fonction constante égale à 0. Alors, j'avance sans détailler. Vous avez les détails dans le corrigé. C'est pas vraiment la question de contenu, c'est plutôt une question de stratégie face aux questions. Donc, par exemple, si je regarde la question 2, on vous demande de montrer une équivalence entre deux propriétés. Donc là, bien sûr, on va probablement partir sur double implication si on n'a pas d'idée. Ça pourrait très bien marcher directement par équivalence. Mais si on n'a pas d'idée ou pas trop de recul sur la question, ça coûte pas cher de faire une double implication. Donc là, regardons. Si je dois traiter cette implication-là, comment faire ? Surtout en suivant exactement ce qui vous est donné dans les méthodes. Donc on suppose que A est inclus dans B, et on commence pas par en déduire plein de choses. Quand X est dans A, X est dans B, etc., on n'a pas de X là avec lequel travailler. Donc ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer ici ? On veut montrer que pour tout X, un A de X est inférieur ou égal à un B de X. Donc pour ça, on va prendre un X quelconque. Et on veut montrer que IA de X est inférieur ou égal à IB de X. Et alors pour ça, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que ça vaut IA de X ? Ça vaut 1 ou ça vaut 0 ? Et là, il y a certainement donc deux cas à examiner. Soit X est dans A, soit X n'est pas dans A. Et là, on va se poser la question. Et qu'est-ce qui se passe quand X est dans A ? Qu'est-ce qui se passe quand X n'est pas dans A ? Évidemment, quand un A de X vaut 0, dans ce cas-là, ça c'est automatiquement plus petit que IB de X. Pardon, je dis parfois 1, parfois I, parce qu'on trouve aussi la notation avec un 1 au lieu d'un I. Dans notre énoncé, c'est bien I. Donc bien sûr que quand ça vaut 0, c'est inférieur ou égal à IB de X qui vaut lui 0 ou 1. Et simplement quand ça vaut 1, la question c'est est-ce que c'est inférieur ou égal à IB de X ? Oui, pourquoi ? Parce que ça va valoir 1. Pourquoi ? Parce que quand X est dans A, alors il est dans B. Et donc IB prend bien la valeur 1.
Donc vous voyez qu'on utilise seulement ici, dans le cas où x appartient à A, notre hypothèse. J'ai vu beaucoup de gens qui commencent par supposons que A est inclus dans B, mais qui commencent directement à en déduire des choses sur quand j'ai un élément dans A, il est dans B, etc. Aucun intérêt, on n'est pas en train d'étudier un élément particulier là, donc il n'y a pas à se demander s'il est dans A ou pas. Ça commence seulement une fois qu'on a fixé un x dans E. Là, on peut se demander où est-ce qu'il est. S'il est dans A, il est dans B. S'il n'est pas dans A, on ne sait pas s'il est dans B ou pas, mais peu importe, parce que dans ce cas-là, on a bien l'inégalité tout le temps. Voilà, donc toute la suite, ça va vraiment être ce genre de choses. Vraiment poser calmement les méthodes de démonstration. Ne pas spéculer, ne pas inventer des résultats qui n'existent pas, etc. On va avancer un petit peu juste pour voir ce qu'on obtient dans la suite du problème. Si on regarde la suite des questions, donc on observe que donc là on a une opération, enfin on a une formule porte sur les fonctions qui m'intéressent, là le 1a et le 1b, sous l'hypothèse que a est inclus dans b. Évidemment, on imagine qu'on va en déduire quelque chose quand a égale b, parce que quand a égale b, on a a qui est inclus dans b et b qui est inclus dans a. Ça tombe bien, ce égal, effectivement, c'est certainement la combinaison du inférieur au égal et du supérieur au égal. Donc là, on imagine vraiment la question 2 qui s'applique directement pour obtenir la question 3, soit par équivalence, soit en détaillant les deux implications, comme vous voulez. Ensuite, on a des formules qui parlent de l'intersection, qui parlent du complémentaire. Donc, quand on est amené à étudier A privé de B, on peut très bien imaginer que on va utiliser le fait que A privé de B, c'est A inter B bar. Donc, A privé de B, c'est A inter B bar, et là, on utilise les questions 4 et 5 pour obtenir quelque chose ici. On imagine bien que le fait que le carré ne change rien pour la fonction IA, ça va servir dans le détail des calculs. Mais en tout cas, A privé de B, si vous pensez que c'est A inter B bar et que vous avez vu que la question d'avant nous donne le complémentaire et celle d'encore avant nous donne l'intersection, ben voilà certainement le lien entre la 4 et 5 et la 6. C'était suggéré avec le en déduire. Et donc voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez repérer à la lecture de l'énoncé, comme je vous le disais. Ensuite, on a une nouvelle formule qui porte sur l'union. Donc là, une union disjointe, on n'avait pas ça pour l'instant, donc certainement une nouvelle formule à établir. Et par contre, maintenant qu'on a une union disjointe, on peut en déduire ce qui se passe pour l'union pas disjointe, certainement en utilisant que A union B, ben c'est la réunion de A avec B privé de A, et là maintenant ça c'est disjoint. Donc je peux utiliser la question 7 pour cette réunion disjointe, et je peux utiliser peut-être la question 6 pour le B privé de A. Voilà, ça fait partie des pistes. Peut-être ça marche pas, et si ça marche pas on avisera, mais quand je vois A union B dans le cas disjoint et dans le cas non disjoint, ben je pense à ça de la même manière que je pense à ce qui s'est passé pour la formule du crible. Attention, hein, là on est en train de travailler avec des fonctions indicatrices, c'est des notions totalement nouvelles, donc a priori il n'y a aucun rapport entre ce qu'on fait là et la formule du crible. J'ai des gens qui ont invoqué la formule du crible pour justifier des résultats sur les fonctions indicatrices. La formule du crible ne parle pas du tout de ces choses-là, donc il n'y a absolument aucun lien. Par contre, votre recul sur la formule du crible, ça peut vous donner des idées quant au lien, par exemple, entre la question 7 et la question 8, parce que effectivement, passer à une réunion non disjointe, quand on connaît les résultats sur la réunion disjointe, bah, ça va être le même genre de raisonnement que ce qu'on a fait pour la formule du crible. Donc il ne faut pas confondre, ça va être le même genre de raisonnement, et je peux invoquer aveuglément une formule qui en fait ne parle pas du tout de la notion qui est présentée ici.